Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle lecture aujourd'hui. Encore, on continue vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier. Je vous mets l'image tout de suite que vous allez avoir dans un instant. Tac, voilà, vous avez l'image quelque part sur l'écran. Alors, bon, bah déjà ça va être la première lecture de Vendredi ou La vie sauvage avec le nouveau format du visuel. Donc déjà je suis super content. En plus de ça, bah, je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la fin du livre à temps l'année dernière. Enfin l'année dernière, l'année scolaire dernière du coup. Donc bah voilà, je vais finir en fait. Je vais finir tout ça. Donc c'était édition Folio Junior. Donc comme vous avez à l'écran, hein, voilà, pour toutes les personnes qui ont cette édition-là, et ben vous allez pouvoir suivre directement avec les pages. Pour les personnes qui n'ont pas la même édition, et bien malheureusement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas de chapitre. Voilà. Enfin, il n'y a pas de chapitre. Disons plutôt que les chapitres sont pas indiqués. C'est pas marqué chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. En tout cas, dans cette édition-là. Celle-ci. Par exemple, là, on attaque une nouvelle... voilà. La page se présente comme ça. Donc là, en fait, on pourrait croire... habituellement, là, ici, il y a marqué chapitre, machin. Et là, il n'y a rien du tout. Et c'est pareil sur tout le reste du bouquin. Donc voilà. Alors, on va attaquer tranquillement. Donc pour ceux qui ont la même édition, on est actuellement du coup à la page 58. Robinson vient de sortir un petit peu de son trou dans lequel il allait se mettre, là où il y a une espèce d'effluve de boue qui crée des émanations toxiques et qui le font un petit peu planer et un petit peu rêver. Donc il est sorti de ça pour revenir un petit peu à la vie normale. Enfin, la vie normale sur son île, quoi. Donc, bon. Une vie normale, mais... Bon. Bref. Du coup, on va pouvoir continuer les aventures. Oula, il y a tout qui part en cacahuète. On va pouvoir continuer tranquillement les aventures de notre Robinson. Sans plus attendre. Du coup, je sais pas quel est le chapitre. Mais, c'est pas grave. Je vais garder une oreille dispo. Robinson redescendit plus d'une fois dans le trou de la grotte pour y retrouver la paix merveilleuse de son enfance. Il avait pris l'habitude d'arrêter chaque fois la clepsydre, parce qu'il n'y avait plus d'heure ni d'emploi du temps au fond de la grotte. Mais il était troublé, et il se demandait si ce n'était pas la paresse qui l'y attirait. Comme autrefois, elle l'avait fait descendre dans la soupe. Pour se changer les idées, il décida de mettre en culture les sacs de riz qu'il conservait depuis le premier jour. C'est qu'il avait toujours reculé devant le travail formidable que représente l'installation d'une rizière. En effet, le riz doit pouvoir pousser sous l'eau, et le niveau de l'eau doit toujours pouvoir être contrôlé et au besoin modifié. Il fut donc obligé de barrer le cours d'une rivière en deux endroits. Une fois en aval pour inonder une prairie, une seconde fois en amont, avec une voie de dérivation afin de pouvoir suspendre l'arrivée de l'eau et provoquer l'assèchement de la prairie. Mais il fallut aussi faire des digues, construire 2 vannes qui pouvaient être ouvertes ou fermées à volonté. Et dans 10 mois, si tout allait bien, la récolte et le décortiquage du riz exigeraient des journées de travail acharnés. Aussi, lorsque sa rizière fut terminée et son riz semé et recouvert par une nappe d'eau, Robinson se demanda une fois de plus pourquoi il s'imposait tous ces efforts. S'il n'avait pas été seul, s'il avait eu seulement une femme ou des enfants, ou même un seul compagnon,
il aurait su pourquoi il travaillait. Mais sa solitude rendait toute sa peine inutile. Alors, les larmes aux yeux, il redescendit au fond de la grotte. Il y resta si longtemps cette fois-ci qu'il faillit bien être trop faible pour en remonter, et mourir ainsi tout au fond de son trou. Il chercha donc un moyen de se donner du courage pour vivre comme un homme et faire tout ce travail qui l'ennuyait tellement. Il se souvint que son père lui faisait lire les almanachs de Benjamin Franklin, un philosophe, un savant et un homme d'État américain de ce temps-là. Dans ces almanachs, Benjamin Franklin donne des préceptes moraux qui justifient les hommes qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Robinson pensa qu'en inscrivant ces préceptes dans toute l'île de façon à les avoir toujours sous les yeux, il ne se découragerait plus et céderait moins souvent à la paresse. Par exemple, il coupa autant de petits rondins qu'il en fallait pour former dans le sable des dunes de l'île des lettres composant la phrase suivante. La pauvreté prive un homme de toute vertu. Il est difficile à un sac vide de se tenir debout. Dans la paroi de la grotte, il avait incrusté des petites pierres, formant ainsi une sorte de mosaïque qui disait « Si le second vice est de mentir, le premier est de s'endetter, car le mensonge monte à cheval sur la dette. » Des bûchettes de pain enveloppées d'étoupe étaient posées sur un lit de pierre, toutes prêtes à être enflammées. Et elles disaient, dans leur arrangement, si les copains savaient tous les avantages de la vertu, ils deviendraient vertueux par coquine. Il y avait enfin une devise plus longue que les autres. Elle avait 142 lettres, et Robinson avait eu l'idée de tondre chacune de ces lettres sur le dos d'une rivière, sur le dos d'une chèvre de son corps. De façon que par hasard, quelquefois, les chèvres en remuant, forment l'ordre de 142 lettres et fassent sortir la devise. Cette devise était la suivante. Celui qui tue une truie anéantit toutes les truies qu'elle aurait pu faire naître jusqu'à la 1000e génération. Celui qui dépense une seule pièce de 5 shillings assassine des monceaux de pièces d'or. Ah bon, bah tant pis. Robinson allait se mettre au travail, quand il tressaillit tout à coup de surprise et de peur. Un mince filet de fumée blanche s'élevait dans le ciel bleu. Il provenait du même endroit que la première fois, mais maintenant toutes les inscriptions dont Robinson avait semé l'île n'allaient-elles pas le faire repérer par les Indiens? En courant vers sa forteresse suivie de Taine, il maudissait l'idée qu'il avait eue. Et puis, il y eut un incident, un petit ridicule qui lui parut être un mauvais signe. Apeuré par cette cavalcade inattendue, un de ses boucs les plus familiers le chargea brutalement, tête baissée. Robinson l'évita de justesse, mais Taine roula en hurlant, projeté comme une balle dans un massif de fougères. Dès que Robinson se fut enfermé avec Taine dans la forteresse, après avoir mis les blocs de rocher en place et avoir retiré la passerelle, il commença à se demander si sa conduite était bien raisonnable. Car si les Indiens avaient repéré sa présence et décidé de prendre la forteresse d'assaut, ils auraient non seulement l'avantage du nombre, mais aussi celui de la surprise. En revanche, s'ils ne se souciaient pas de lui, tout absorbé à leur quel soulagement pour Robinson! Il voulut en avoir le cœur net. Toujours suivi de Taine qui boitait, il empoigna l'un des fusils, glissa le pistolet dans sa ceinture et s'enfonça sous les arbres en direction du rivage. Il fut obligé, cependant, de revenir sur ses pas, ayant oublié la longue vue dont il pourrait avoir besoin.
Il y avait cette fois 3 pirogues à balancier posées parallèlement sur le sable. Le cercle des hommes autour du feu était d'ailleurs plus vaste que la première fois. Et Robinson, en les examinant à la longue vue, crut remarquer qu'il ne s'agissait pas du même groupe. Un malheureux avait déjà été coupé à coups de machette, et 2 guerriers revenaient du bûcher où ils avaient jeté ces morceaux. C'est alors qu'eut lieu un rebondissement sans doute inattendu dans ce genre de cérémonie. La sorcière, qui était accroupie sur le sol, se releva tout à coup, courut vers l'un des hommes et, tendant vers lui son bras maigre, elle ouvrit la bouche toute grande pour proférer un flot de malédictions que Robinson devinait sans pouvoir les entendre. Ainsi, il y aurait une seconde victime ce jour-là. Visiblement, les hommes hésitaient. Finalement, l'un d'eux se dirigea, une machette à la main, vers le coupable désigné que ses 2 voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La machette s'abattit une première fois, et le panier vola. Elle allait retomber sur le corps nu, quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'élança en avant vers la forêt. Dans la longue vue de Robinson, il paraissait sauter sur place, poursuivi par 2 Indiens. En réalité, il courait droit vers Robinson, avec une rapidité extraordinaire. Pas plus grand que les autres. Il était beaucoup plus mince et taillé vraiment pour la course. Il paraissait de peau plus sombre et ressemblait plus à un nègre qu'à un Indien. C'était peut-être cela qui l'avait fait désigner comme coupable. Parce que dans un groupe d'hommes, celui qui ne ressemble pas aux autres est toujours détesté. Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son avance sur ses 2 poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu'on ne pouvait le voir de la plage, sinon il aurait pu croire qu'un Indien l'avait aperçu et venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants, les 3 Indiens allaient se retrouver nez à nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le prenant comme victime. C'est le moment que choisit Taine pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. « Maudite bête !» Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis qu'il épaulait tant bien que mal son fusil d'une seule main. Il visa au milieu de la poitrine du premier poursuivant, qui n'était plus qu'à 30 mètres, et pressa la détente. Au moment où le coup partait, Taine fit un brusque effort pour se libérer. Le fusil dévia, à la grande surprise de Robinson, et ce fut le second poursuivant qui effectua un vaste plongeon et s'étala dans le sable. L'Indien qui le précédait s'arrêta, rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le rideau d'arbres où s'achevait la plage, et finalement s'enfuit à toutes jambes vers le cercle des autres Indiens. À quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l'Indien rescapé inclinait son front jusqu'au sol et cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le poser en signe de soumission sur sa nuque. Ok, là on a une petite image que je vais vous montrer. Voilà. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette édition-là, c'est parce qu'il y a assez régulièrement de petites illustrations. Donc on devine que l'illustration nous montre du coup simplement la jungle, les palmiers, la plage et du coup ici, Taine, du coup le chien de Robinson. Robinson et l'Indien passèrent la nuit derrière les créneaux de la forteresse, l'oreille tendue vers tous les bruits nocturnes de la forêt. Toutes les 2 heures, Robinson envoyait Taine en reconnaissance, avec mission d'aboyer s'il rencontrait une présence humaine. Chaque fois, il revint sans avoir donné l'alerte. L'Indien, qui serrait autour de ses reins un vieux pantalon de marin que Robinson lui avait fait enfiler, était abattu, sans ressort, comme abasourdi par son horrible aventure et aussi par l'étonnante construction où il se trouvait transporté.
Il avait laissé intacte la galette de blé que Robinson lui avait donnée, et il mâchait sans cesse des fèves sauvages dont Robinson se demandait où il avait bien pu les trouver. Un peu avant le lever du jour, il s'endormit sur un tas de feuilles sèches, en tenant serré contre lui le chien, lui aussi assoupi. Robinson connaissait l'habitude de certains Indiens chiliens d'utiliser un animal domestique comme une couverture vivante pour se protéger du froid de la nuit. Pourtant, il fut surpris de la patience de Ten, d'un naturel habituellement assez farouche. Peut-être les Indiens attendaient-ils le jour pour attaquer. Robinson, armé d'un pistolet, des 2 fusils et de tout ce qu'il pouvait transporter de poudre et de balles, se glissa hors de l'enceinte et gagna le rivage en faisant un vaste crochet par les dunes. La plage était déserte. Les 3 pirogues et leurs occupants avaient disparu. Le cadavre de l'Indien abattu la veille d'un coup de fusil avait été enlevé. Il ne restait que le cercle noir du feu magique, où les ossements se mêlaient aux souches calcinées. Robinson posa sur le sable ses armes et ses munitions, avec un sentiment d'immense soulagement. Un grand rire le secoua, nerveux, fou, inextinguible. Lorsqu'il s'arrêta pour reprendre son souffle, il pensa que c'était la première fois qu'il riait depuis le naufrage de la Virginie. Peut-être pouvait-il rire à nouveau parce qu'il avait enfin un compagnon. Mais il se mit à courir tout à coup parce qu'une idée lui était venue. L'évasion! Il avait toujours évité de revenir sur l'emplacement du chantier où il avait eu une si grande déception. Pourtant, le petit bateau devait toujours être là à attendre que des bras assez forts le poussent vers la plage. Peut-être l'Indien allait-il pouvoir aider Robinson à mettre l'évasion à flot. Et alors, sa connaissance des îles serait très précieuse. En approchant de la forteresse, Robinson aperçut l'Indien, qui jouait tout nu avec Ten. Il fut fâché de l'impudeur du sauvage, et aussi de l'amitié qui paraissait être née entre le chien et lui. Après lui avoir fait remettre son pantalon trop grand, il l'entraîna vers l'évasion. Les genêts avaient tout envahi, et le petit bateau paraissait flotter sur une mer de fleurs jaunes. Le mât était tombé, les planches du pont se soulevaient par endroits, sans doute sous l'effet de l'humidité. Mais la coque paraissait encore entière. Ten, qui précédait les 2 hommes, fit plusieurs fois le tour du bateau. Puis, d'un coup de rein, il sauta sur le pont qui s'effondra aussitôt sous son poids. Robinson le vit disparaître dans la cale avec un hurlement de peur. Quand il arriva près du bateau, le pont tombait par morceaux entiers chaque fois que Ten faisait un effort pour sortir de sa prison. L'Indien posa la main sur le bord de la coque. Il la referma et l'ouvrit à nouveau sous les yeux de Robinson. Elle était pleine de sueur rouge qui s'envola dans le vent. Il éclata de rire. À son tour, Robinson donna un léger coup de pied dans la coque. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air, tandis qu'un large trou s'ouvrait dans le flanc du bateau. Les termites avaient complètement rongé l'évasion. Il n'y avait plus rien à faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas si mal. On a fait une jolie petite lecture, une jolie petite reprise pour l'histoire de Vendredi ou la vie sauvage, donc les aventures de Robinson, qui, du coup, on vient de le voir, vient de rencontrer son nouvel acolyte. Du coup, qui finira par devenir Vendredi. Hein, voilà. Donc c'est pas vraiment un spoil, hein, parce que c'est quand même sur l'image Vendredi ou la vie sauvage. Voilà. Et puis il y a quand même beaucoup de gens. Hein, globalement, on connaît, sans forcément avoir lu, on connaît plus ou moins tous l'histoire de Robinson ou de Vendredi ou la vie sauvage. C'est quelque chose qui... c'est une histoire qui est très facile en fait
à imaginer. Et c'est une histoire qui est très répandue, très culturelle en fait. Euh, on en parle souvent en fait. C'est une histoire qui revient souvent dans les, justement dans les histoires qu'on peut raconter aux enfants, dans les thèmes qui sont abordés dans les films. Ou voilà dans les séries tout ça et on va souvent avoir un lien à du coup l'histoire de Robinson qui a eu un naufrage et qui s'est retrouvé tout seul sur une île. D'ailleurs tout simplement un film qui est assez connu qui s'appelle Seul au monde avec Tom Hanks dans le rôle principal qui joue du coup une sorte de Robinson finalement, puisque c'est un homme d'affaires, donc ça se passe dans notre monde plus ou moins actuel. C'est un homme d'affaires et il subit un crash d'avion en mer pendant un voyage. Et il se retrouve seul survivant sur une île. Voilà. Et du coup, on le voit vivre sur cette île, tout seul, avec tout ce que ça peut engendrer. Et donc, on a, dans ce film, on a justement le fameux trou où Robinson va se réfugier pour être un petit peu en dehors du monde, mais en même temps, ça lui embrouille l'esprit parce qu'il y a des émanations toxiques. Et bien dans le film Seul au monde, le personnage joué par Tom Hanks vit un peu la même chose. Il y a un moment où voilà, il est tout seul, mais il en peut plus quoi, tout simplement. La solitude le rend un peu fou. Il s'enfonce au fond d'une grotte où il a élu domicile et pareil, il vit des trucs un peu bizarres puisque la solitude fait que voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, Seul au monde, voilà, le film qui date de je sais pas quand d'ailleurs, j'ai pas la date en tête, mais très bon film, très beau film, hein, puisque c'est très bien réalisé, c'est très bien filmé, c'est très bien joué. Voilà, donc pour les personnes qui auraient envie de voir un petit peu comment l'histoire de Robinson peut être revisitée dans notre monde actuel, le film Seul au monde en est un superbe exemple, voilà, tout simplement. En attendant, ce bouquin, voilà, super bien. Petit rappel, Michel Tournier, qui a fait du coup à la base, du coup Vendredi ou les limbes du Pacifique, cette version-là, du coup, Vendredi ou la vie sauvage, c'est une version simplifiée du livre Vendredi ou les limbes du Pacifique. Mais c'est la même histoire. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.